Bonsoir, édition spéciale du 7-8 politique. En ce lundi 7 décembre, nous allons revenir sur les résultats de ces élections régionales sur ce premier tour, alors que vous voyez apparaître les visages des 3 candidats qualifiés en Ile-de-France pour le second tour. Valérie Pécresse, Claude Barthelone et Vallerand de Saint-Just. Leurs 3 listes peuvent se maintenir. Pour débuter, les chiffres de l'abstention, elles restent fortes en France, même si elle est moins élevée qu'aux dernières régionales de 2010. Un électeur sur 2 ne s'est toujours pas déplacé aux urnes. On notera qu'en Ile-de-France, c'est encore moins bien. 54% d'abstention. Dans les Yvelines, on approche les 52%. Stéphane Manson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, à l'Institut d'études politiques aussi à Saint-Germain-en-Laye. Vous allez nous accompagner au cours de cette émission. Avant de voir le détail des résultats pour la région et pour le département des Yvelines, mais aussi pour vos différentes communes, que peut-on dire concernant l'abstention? Une fois de plus, les électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Et mention très passable aussi pour la région Île-de-France, 54% d'abstention. Une fois de plus, vous l'avez dit, alors on s'attendait presque à pire. Donc je ne pense pas qu'il y ait matière néanmoins à se réjouir. Mais cela dit, oui, mention passable, voire un zéro pointé pour l'Île-de-France, ça c'est quand même moins fréquent. J'avoue qu'on pouvait s'attendre sans doute à un taux de participation plus élevé, et notamment peut-être dans les Yvelines, qui généralement sont un département assez civique de ce point de vue-là. Après les attentats, les événements qui se sont déroulés mi-novembre, on avait parlé d'unité nationale, les politiques avaient espéré une mobilisation aux urnes, en tout cas ils l'avaient appelée, elle n'a pas eu vraiment lieu, cette mobilisation. Les sondages le laissaient assez clairement apparaître. Si l'effet attentat a évidemment bénéficié au président de la République, il a peut-être aussi, on en parlera tout à l'heure, bénéficié au Front National. Sur la participation, en effet, il n'y a pas eu de mobilisation. Ni sur l'Île-de-France, qui est pourtant la première région qui a été concernée par ces événements. Ni sur l'Île-de-France, ouais. On va découvrir les différents résultats en détail, à commencer par ceux de l'Île-de-France. Valérie Pécresse est donc en tête avec plus de 30% des suffrages. Elle fait 5 points de mieux que Claude Barthelone. Seulement les Républicains ont fait le choix de partir groupés avec le MoDem, l'UDI notamment. Les réserves de voix qui sont minces. Les socialistes misent en revanche sur un report des voix du Front de gauche et des Verts. Et si cela fonctionne, ils pourraient l'emporter, en tout cas mathématiquement. Stéphane Manson est à peu près dans le même schéma qu'en 2010. En tout cas, du côté de la gauche, il n'avait pas fait l'union au premier tour et Jean-Paul Huchon avait été devancé. En revanche, il l'avait emporté au second tour avec un rassemblement. Certes, mais sauf qu'en 2010, les écologistes avec Cécile Duflot avaient fait 16%. Là, les écologistes font 2 fois moins et, en tout état de cause, ne pouvaient pas être qualifiés pour le second tour. De surcroît, le Front National avait fait, quant à lui, 2 fois moins en 2010, 9, et le voilà avec 18, ce qui le qualifie pour le second tour. Donc, second tour donnera lieu à une triangulaire, ce qui change vraiment la donne par rapport à 2010. Effectivement, puisque le Front National n'avait pas été qualifié pour le second tour, et d'ailleurs le Front National n'a aucun élu dans l'Assemblée sortante au conseil régional. Du côté de la stratégie des Républicains, d'avoir fait le choix de l'Alliance dès le début, et de voir qu'aujourd'hui, finalement, c'est assez peu, en tout cas en Ile-de-France, enfin même au niveau national, mais concernant l'Ile-de-France, 30% pour le score de Valérie Pécresse, additionné avec l'UDI, le MoDem, c'est pas vraiment un bon score? C'est pas un bon score, non. C'est peut-être même, le score national en tout cas de cette union des droites parlementaires et du centre est plutôt globalement mauvais. On aurait sans doute pu s'attendre à un meilleur score au regard en tout cas de ce que laissaient entendre les sondages. La droite parlementaire sait, même si ça coûte, sait plutôt se regrouper quand il le faut. La gauche, c'est autre chose. Et ça veut dire que sur les différentes tendances de droite, aujourd'hui, elles sont un peu balayées, on ne fait plus la différence droite-centre. C'est une tendance politique, la droite. Enfin, on a vraiment aujourd'hui un paysage politique français, tendance de gauche, tendance de droite, et puis l'extrême droite. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a quand même quelques voix dissonantes, alors assez faiblement audibles, qui se sont faites entendre, notamment aujourd'hui à propos du fait de savoir s'il faut fusionner, s'il faut se retirer, etc. On a entendu Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin apporter des voix très différentes. Alain Juppé n'en pensait pas moins, mais semble-t-il a préféré. Les Républicains ont décidé de ne pas se désister lorsque les listes arrivaient troisième. Absolument. Donc je ne pense pas, il n'y a pas de, pour l'instant, en tout cas ça ne se dessine pas de cette manière-là, un bloc très monolithique de la droite parlementaire. Les choses sont beaucoup plus subtiles que cela. En 2010, le MoDem n'était pas parti avec l'UMP, ce n'est pas le cas cette année. Est-ce une bonne idée? Nous sommes allés poser la question à Bruno Millienne, c'est le responsable départemental du MoDem. Les propos ont été recueillis par Fanny Bourdillon par téléphone. Franchement, autour de ce projet-là, moi je pense que c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Parce qu'y aller séparément, c'était juste suicidaire.
LR, de y aller séparément pour finalement porter chacun de notre côté à peu près le même projet. Je vois pas vraiment l'intérêt. Hein. Quand les projets sont diamétralement opposés, c'est normal d'y aller tout seul. D'accord ? Mais après, il n'y a pas de fusion possible au deuxième tour. C'est ça un peu que je reproche aux écologistes, au Front de gauche et au Parti socialiste. Je suis désolé, leurs projets ne sont pas les mêmes. Et au deuxième tour, tout d'un coup, ils vont s'entendre. Mais c'est de la magie, ça. C'est de la poudre aux yeux. On se fout de la gueule du monde. Et c'est justement ce dont les Français veulent plus. Pour réagir à ce qui vient d'être dit par Bruno Millième pour le MoDem, aujourd'hui, rassembler ces différentes formations de gauche qui se sont déchirées, en tout cas presque, pendant la campagne, autour d'un seul et même projet, du côté de l'opinion publique, ça va prendre ? Je ne suis pas sûr. Sur le fond, c'est très compliqué, parce qu'on a vu à quel point depuis 2012 et spécifiquement depuis 1 an et demi à peu près, une très très forte division entre les différents partis à gauche, les frondeurs, etc., et pas seulement. Il reste que politiquement, parfois, nécessité fait loi. Et que lorsque c'est la seule solution qui vous reste, eh bien, voilà, il n'y a plus le choix. Pour faire un petit focus sur Europe Écologie Les Verts, vous l'avez dit tout à l'heure, au premier tour des régionales en Ile-de-France, c'était 16% en 2010, divisé par 2 le score pour cette année. Ça veut dire que pour Europe Écologie Les Verts, les choses sont graves. On sait qu'historiquement, cette formation politique a eu des hauts et des bas. Hein. Là, on est encore une fois dans un creux, mais elle a su se reprendre. Ça peut encore arriver ? Vous savez, il y a eu des cadres qui sont partis entre-temps. Il y a eu beaucoup de remous ces derniers temps. Absolument, mais du côté des écologistes, du moins en France, et ce n'est pas d'ailleurs spécifique à la France, on remarque ça un peu dans d'autres partis écologistes en Europe, il y a toujours eu beaucoup de mouvements. Hein. C'est une espèce de volcan en fusion permanente pour essayer de faire en sorte d'avoir un parti monolithique qui ne parle que d'une seule voix. Ça, c'est vrai que ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc là, en effet, je pense que les très fortes divisions qui ont traversé les Verts au cours de la dernière année, de toute évidence, ont desservi cette formation politique, alors qui divise par 2 son score. Il faut dire quand même qu'en 2010, le score avait été exceptionnellement haut. 16%, c'était énorme, sur une dynamique qui avait suivi les élections européennes à l'époque. Là, on est peut-être à un étiage un peu plus, entre guillemets, un peu plus traditionnel. Mais diviser son score par 2 pour Europe Écologie Les Verts en pleine négociation autour de la COP 21, on n'a jamais parlé autant d'environnement, ça peut paraître surprenant. C'est pas forcément surprenant parce que vous aurez remarqué que depuis maintenant assez longtemps, la thématique de l'écologie, alors tout dépend de ce que l'on entend par là, mais la thématique de l'écologie infuse la quasi-totalité des partis. Chaque parti maintenant défend un programme. Avec un volet environnement. Alors c'est peut-être d'ailleurs le succès, au moins partiel, de l'idée écologiste qui confine à la disparition du parti du même nom. Nous allons regarder à présent les différents chiffres dans les Yvelines à l'issue de ce premier tour. Vous les avez déjà aperçus. On constate que la liste de Valérie Pécresse a beaucoup plus d'avance dans le département qu'au niveau régional sur celle de Claude Barthelone. Le département est clairement ancré à droite. Les socialistes ne sont que 2 points au-dessus du Front National, 21% contre 19% pour la formation de Marine Le Pen. Après les départementales, les municipales, c'est un nouveau revers pour les socialistes dans le département. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce qu'ils s'en sortent plutôt bien? Écoutez, je trouve que les socialistes, alors dans le département comme sur le plan national, ne s'en sortent pas si mal que cela. En tout cas, c'est moins pire que ce qui était attendu au regard des sondages. Alors, dans les Yvelines, évidemment, Valérie Pécresse est entre guillemets chez elle. On sait que c'est son fief, à l'instar d'ailleurs de Claude Barthelone en Seine-Saint-Denis, qui lui aussi a pris la tête des résultats. Mais c'est plus, si vous voulez, un effondrement des écologistes, avec parfois aussi un faible score du Front de gauche qui aboutit à tirer les formations de gauche vers le bas. Mais le Parti socialiste, au fond, ne s'en sort pas si mal que cela. Le Front de gauche dans le département des Yvelines qui totalise 3,8%, qui n'arrive même pas à la barre des 4%. Il y a une formation dont on a finalement encore assez peu parlé, c'est le Front National. Le Front National en Ile-de-France, c'est 18%, 19% dans les Yvelines, c'est beaucoup plus qu'en 2010. On rappelle donc une nouvelle fois que dans la mandature qui s'achève, il n'y avait pas d'élu Front National en Ile-de-France. Malgré tout, c'est quand même une progression nette, et aussi dans l'ensemble des autres régions. Comment on peut expliquer le score de Valorant-Saint-Just? 18%, c'est finalement quasiment le plus mauvais score du Front National en France. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte que 18% oui, n'est on parle de mauvais score alors qu'il a multiplié par 2. Alors qu'il a 100%, ça, 100% de plus par rapport à 2010. Donc c'est déjà un score énorme pour l'Île-de-France. Est-ce qu'avec une autre
tête d'affiche, on va dire, parce que Valorant de Saint-Just est trésorier et avocat de cette formation politique. Il était un petit peu inconnu, c'était un peu avant ce scrutin. Avec une autre tête d'affiche, comme Marine Le Pen, par exemple, on aurait pu atteindre 40% pour le Front National en Île-de-France. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas qu'on puisse parvenir jusqu'à un tel score. Le fait est que Valorant de Saint-Just a bénéficié de cette dynamique à l'œuvre. Alors, certains disent depuis 1984, et spécifiquement depuis 2011, depuis que Marine Le Pen a pris les rênes de ce parti familial. Il y a eu un effet d'entraînement qui est incontestable. De là à dire qu'avec Marine Le Pen en Île-de-France, le FN serait parvenu à 40%, je ne pense pas qu'on puisse s'aventurer jusque-là. Quelques infographies qui concernent le Front National dans les Yvelines. Mantes-la-Ville, tout d'abord. La liste de Valorant de Saint-Just est première avec un peu plus de 34%. Vous allez le voir, c'est le meilleur score dans le département des Yvelines, Valorant de Saint-Just, 34%. C'est une ville qui est détenue, cette commune est détenue par le Front National déjà, et il y a une forte abstention. À Trappes, la liste Front National est deuxième, 18,80%. Et là aussi, point commun avec Mantes-la-Ville, c'est l'abstention qui est forte. C'est 60% d'abstention à Mantes, 69% à Trappes. L'abstention profite au parti d'extrême droite. C'est ça la conclusion ? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. L'abstention n'est pas un parti tant la composition des abstentionnistes est hétérogène. Ce qu'on peut dire en tout cas à l'opposé, c'est que le corps électoral du Front National, lui, est le corps électoral, la partie du corps électoral toujours qui est la plus mobilisée. À chaque scrutin, on le voit. Donc ce sont des gens qui, de toute façon, vont voter quoi qu'il arrive. Et on sait qu'on estime à peu près 50% la part des abstentionnistes qui, s'ils s'étaient déplacés, auraient plutôt voté à gauche. Ça aussi, c'est un schéma qui est plutôt classique. Stéphane Manson, professeur de droit public, vous restez avec nous pour la suite de cette édition spéciale du 7-8 politique. En ce lundi 7 décembre, nous dressons les résultats en Île-de-France, dans les Yvelines et dans vos différentes communes de ces régionales. Pour l'instant, un micro-trottoir, c'est vous qui réagissez. Un micro-trottoir signé Jérémy Quesada. Que pensez-vous de ces résultats dans votre région ? Je trouve que l'élection d'Île-de-France, elle reflète assez bien le panel politique. Ça fait quand même 3 mandatures pour le Parti socialiste et la gauche. C'est logique que les électeurs aient envie d'avoir du changement dans l'Île-de-France. Je me l'explique avec le chômage, avec, des primes qui étaient octroyées et qui ont été supprimées, tout un tas de trucs, quoi. Je pense que les gens, quand même, aussi veulent pas tomber dans l'extrême, quoi. Je trouve que c'est tous des charlots. Voilà, c'est tout. J'aimerais que tous ces messieurs qui sont au gouvernement réfléchissent pendant la semaine à venir, bien que ce soit un peu court. J'aimerais juste vous faire réagir parce que par rapport à ce qu'on vient d'entendre là, on entend souvent les politiques dire je vous ai entendu, je vous ai compris, pour reprendre une formule déjà bien utilisée et qui date quand même un petit peu. Est-ce qu'ils ont vraiment compris le message, les politiques ? Écoutez, ils ne peuvent pas tenir un autre discours en tout cas. L'inverse serait malvenu. Je ne vous écoute pas, je ne vous entends pas et je ne vous ai pas compris. Il faut que ça se traduise dans les faits aussi. Alors, sauf que ça fait 30 ans que le Front National est dans une pente ascendante, alors avec quelques petites pauses, notamment avec la scission Maigret en 97-18, mais ça fait 30 ans que le Front National est à l'œuvre, les fruits commencent maintenant à être récoltés, la moisson commence à être effectuée. Le fait est que les solutions, si solutions il y a, ne sont pas immédiates, ne peuvent pas être d'effet immédiat. On s'engage dans une espèce de marathon de très longue haleine. Parce qu'on reprécise que c'était le dernier scrutin avant la présidentielle de 2017, d'où l'importance de ce scrutin des régionales, ne serait-ce que de valeur test un petit peu pour tester les différentes personnalités politiques qui pourraient se présenter en 2017 pour la présidentielle. Avant de revenir sur les différents résultats, sachez que demain à 18h en direct sur TV Fil, nous vous proposerons un débat entre les différents candidats en Île-de-France. David Douillet, député des Républicains, Benoît Hamon, député PS et Philippe Chevrier, responsable départemental du Front National, seront sur ce plateau. Ils sont tous les 3 candidats. En attendant, je vous propose à présent de partir pour le quartier général de Valérie Pécresse à Paris. Nous y avons suivi sa campagne hier soir sur place. Florane Parfait. Près de 22h au quartier général des Républicains, rue de Turin à Paris, Valérie Pécresse va prononcer son discours. La candidate Les Républicains arrive première en remportant 30,51% des suffrages en Île-de-France, devant le socialiste Claude Barthelone, crédité lui de 25,19% des voix, et Valérand de Saint-Just, candidat Front National avec 18,41% des suffrages. Un résultat en demi-teinte pour celle qui était créditée à 33% des voix dans les derniers sondages de ces élections régionales. Et à ceux qui n'ont pas voté pour la liste que je conduis, je veux dire que j'ai entendu votre colère.
Je sais que vous avez perdu confiance dans la politique. Vous attendez beaucoup plus de vos élus. Plus de sécurité, mais aussi plus d'espoir, plus d'engagement, plus de conviction, plus d'honnêteté. Ce que je vous propose, ce sont des solutions concrètes pour obtenir enfin des résultats. Depuis 5 ans, la députée yvelinoise s'est engagée pour ces élections. En 2010, elle avait perdu face à Jean Poluchon avec un écart de plus de 10 points. Imaginez que cette région était tenue par la gauche, qu'elle était tenue par la gauche depuis 17 ans. Et Valérie Pécresse arrive largement en tête. C'est quand même une très très belle victoire. Et je crois que c'est d'abord la victoire de sa campagne. L'ancienne ministre de l'Enseignement a conclu une alliance entre l'UDI et le MoDem afin de fédérer un grand nombre d'électeurs. Les réserves de voix pour les Républicains sont donc faibles pour le second tour. Il l'assure, la campagne ne va pas s'altérer. C'est un travail de fourmi, c'est aller frapper à chaque porte, c'est aller expliquer à chaque personne, c'est être encore et encore plus à la rencontre des Franciliens pour leur expliquer les compétences de la région, que ce vote est extrêmement important et les convaincre que notre projet est un projet réaliste. C'est dans son département d'origine que la candidate obtient le deuxième meilleur score avec 37,23% des voix, juste derrière les Hauts-de-Seine où elle s'est placée en tête avec 39,64% des suffrages exprimés. Mais à une semaine du deuxième tour, la chasse au vote est relancée. Première cible, les abstentionnistes. En Ile-de-France, le taux d'abstention s'élève à 54,11%, 51,82% pour les Yvelines. Un phénomène à prendre en compte pour l'emporter face au PS, comme à Trappes où il s'élève à près de 70%. On le regrette, bien sûr, mais ça ne changera pas l'issue du scrutin. Et vraiment, les électeurs qui sont insatisfaits devraient plutôt venir sanctionner ceux qui sont au pouvoir. En Ile-de-France, donc, c'est voter pour Valérie Pécresse, puisque c'est la seule qui peut l'emporter, plutôt que de rester chez eux, même si je peux comprendre que la politique ne fait pas toujours rêver. Pour le second tour, l'axe de campagne reste le même, transport, chômage, mais surtout sécurité. Alors, chères franciliennes, chers franciliens, vous pouvez compter sur moi pour rétablir l'autorité et les valeurs républicaines, pour lutter contre le communautarisme, les trafics et la radicalisation. L'adversaire principal de ce deuxième tour reste le Parti socialiste. Et si en Ile-de-France, le Front national réalise son deuxième plus mauvais score, derrière la Bretagne avec 18,41% des voix, ce score est, comme partout en France, en très nette hausse et 2 fois plus important qu'il y a 5 ans. Et sur la liste de Valérie Pécresse figure dans les Yvelines Véronique Cottemillard. C'est la maire UDI des Clés-sous-Bois. Voici les chiffres dans sa commune. Ils sont très serrés. 29,99 contre 27,56 pour Claude Barthelone et le Front National qui frôle les 20%. Nous sommes allés recueillir sa réaction. Camille Lambert. En général, à part les élections municipales, la ville, la gauche est toujours en tête dans la commune des Clés-sous-Bois. C'est une victoire. C'est d'autant plus une victoire qu'en 2010, Valérie Pécresse avait fait 25,18%. Elle en a fait presque 30%. Autant je peux comprendre, même si je trouve que c'est malheureusement ce cri de colère et les personnes qui ont voté Front National et ce cri de colère et de désespoir, autant je peux le comprendre, même si je faisais pas une solution parce que le FN n'apportera pas de solution, au contraire, ne peut apporter que des divisions et nous aider à nous enfoncer davantage. Autant je suis surprise par le score du Parti socialiste au vu de l'actualité, au vu de ce qui s'est passé à la région, au vu de ce qu'elle dénonce, et qui est vrai, qui est une gadget, les transports c'est une catastrophe, l'emploi c'est une catastrophe, le chômage augmente, la formation c'est une catastrophe. Donc je suis surprise. Nous irons tout à l'heure aux quartiers généraux de Claude Barthelone et de Vallerand de Saint-Just. Nous y étions aussi hier soir. On va encore parler un petit peu des résultats pour la droite. Dans les Yvelines, on le disait tout à l'heure, la liste des Républicains est en tête et beaucoup plus largement. Dans certaines communes, le score des Républicains dépasse les 30%. C'est le cas à Villepreux avec 32,54%. C'est le cas également à Rambouillet, la ville du président du Sénat républicain, Gérard Larcher. Valérie Pécresse y totalise presque 34%. Et puis à Versailles, ce score
très net, 47,40%. Et l'abstention a été plus faible que dans le reste du département, avec 53% de votants. Même chose du côté de Voisin le Bretonneux, les Républicains totalisent 44,51%. L'abstention est seulement de 45%. Globalement, sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, les résultats des dernières municipales et des départementales sont confortés. La gauche est plutôt à la peine. Valérie Pécresse arrive en tête dans 4 des 7 communes de la communauté d'agglomération, à Montigny-le-Bretonneux, Élancourt, Voisin-le-Bretonneux, vous l'avez vu, ou encore Magny-les-Hameaux. La candidate de l'Union de la droite a réalisé son meilleur score, vous l'avez vu, à Voisin-le-Bretonneux. Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines était au micro de Michael Elmidoro et c'est à présent qu'on l'écoute. Je ne suis pas surpris, bien sûr, que Valérie réalise son meilleur score à Voisin-le-Bretonneux. C'est un électorat qui lui est fidèle et donc c'est très bien pour elle, d'autant que Voisin-le-Bretonneux fait aussi partie de sa circonscription et on voit bien que aussi le score excellent qu'elle réalise sur Magny-les-Hameaux, qui, à la base, est une commune qui n'est pas gérée par le même parti qu'elle. Donc, beaucoup de satisfaction dans les résultats sur la totalité du territoire saint-quentinois. Mais en tout cas, on voit bien aussi que sur même le Grand Saint-Quentin, le futur territoire que nous aurons à partir du 1er janvier, eh bien, on est à peu près dans la même tendance, c'est-à-dire Valérie Pécresse arrive en tête dans 9 des 12 communes, ce qui est quand même un résultat exceptionnel. Et puisque nous sommes allés voir Michel Laugier pour parler de la communauté d'agglomération, nous sommes aussi allés le voir pour qu'il nous parle de sa commune de Montigny-le-Bretonneux. À Montigny-le-Bretonneux, Valérie Pécresse arrive donc en tête. Deuxième position, la liste socialiste avec un peu plus de 27% des voix. Le FN est troisième avec 13%. Et les Verts aussi sont à la 4e place avec 9,51%, ce qui est plutôt un score plus élevé par rapport au reste de l'Île-de-France. On écoute à nouveau Michel Laugier. Je suis plutôt satisfait puisque Valérie arrive largement en tête sur Montigny. Donc déjà, c'est une bonne satisfaction. Deuxièmement, j'ai regardé aussi le score du Front National. C'était intéressant par rapport à tout ce qui se passait en France. Et chez nous aussi, il est très bien maîtrisé. Donc je ne peux qu'être satisfait du résultat de ce premier tour, mais qui n'est qu'un premier tour. Il faut continuer à travailler pour que le deuxième tour soit transformé. Stéphane Manson, pour le département, pour l'agglomération, on constate que le rapport de force a été bien confirmé. La droite domine dans ce département des Yvelines et le FN est plutôt contenu finalement. Rien de neuf. Hein. Là, ça fait, enfin, on est dans une terre de la droite parlementaire avec une dynamique sur tous les derniers scrutins aussi qui a bien conforté la droite. Il n'y a plus d'élus, par exemple, socialistes ou d'une autre couleur politique au sein du conseil départemental. Absolument. Oui. Ben, cette tendance-là, elle s'amplifie pas, hein, mais c'est l'un des bastions de la droite parlementaire en Île-de-France, voilà, de manière très classique. Ça va être compliqué maintenant pour la gauche de s'imposer, d'inverser un petit peu la tendance. Est-ce que historiquement des cas de figure comme ça sont déjà présentés? En plus, je pense à Saint-Quentin en Yvelines, et on l'a entendu Michel Laugier tout à l'heure, avec le futur Saint-Quentin en Yvelines, le grand Saint-Quentin en Yvelines, qui va apporter encore plus de poids à la droite, et des communes comme Guyancourt qui sont à gauche, ou encore la Verrière, ou Magny, même si on verra tout à l'heure que c'est Valérie Pécresse qui l'a emporté au premier tour, vont être un petit peu esselés. Hein. Oui, ils vont évidemment être un petit peu esselés, mais ce que vous disiez en débutant votre propos, à savoir est-ce que ça va durer, etc. Vous savez, en politique, il faut jamais rien n'est acquis. Vous aviez aux alentours, autour de Saint-Quentin en Yvelines, enfin qui n'existait pas à l'époque, avant 1977, des bastions communistes qui ont fini par basculer du côté des socialistes, et ce qui a entraîné des changements très très importants. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, ce scrutin n'illustre pas une évolution notable de ce point de vue-là. On va parler d'Élancourt à présent. Sur cette commune aussi, la droite l'emporte. 33,49% pour Valérie Pécresse, 6 points de mieux que Claude Barthelone. Le FN est à 16%. On écoute Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Élancourt. Bon, écoutez, c'est quand même 6 points d'avance, je crois, par rapport à donc Barthelone. Écoutez, je pense qu'elle est devant, bon, quand même largement. C'est pas un demi-point. Maintenant, il faut confirmer l'essai, bien sûr, au deuxième tour. Mais je pense que c'est une fille honnête, c'est une fille compétente. Rien que ça, vous voyez. Et puis c'est une fille qui a la valeur travail, telle que je l'aime, telle que moi je me retrouve bien dans ses valeurs. Le 7-8 politique se poursuit. Nous allons partir dans un instant au QG de Claude Barthelone. Juste avant, un détour par Magny-les-Hameaux. C'est une commune détenue par la gauche sur un plan municipal, commune emblématique aussi de cette rivalité gauche-droite ces dernières années. Et c'est Valérie Pécresse qui arrive en tête, 32,23% et 26% pour le PS. Stéphane Manson, est-ce que c'est significatif ce score ?
Est-ce qu'il faut se fier aux élections régionales pour y voir la suite ? Non, en tout état de cause, on sait que les scores obtenus dans les communes au scrutin d'envergure nationale, et on peut dire que ce scrutin, bien que scrutin local, était un scrutin d'envergure nationale, puisque les questions régionales, du moins dans la seconde partie de la campagne ou de la non-campagne, n'ont absolument pas été abordées. Vous l'avez vu dans la déclaration faite par les leaders politiques. Donc le score obtenu à la présidentielle, au régional, au départemental dans une commune n'est pas nécessairement significatif du score que le maire ou que l'équipe municipale sera en mesure d'espérer aux prochaines élections. À Montigny, on sait que assez souvent, Montigny vote plutôt à gauche au présidentiel, mais vote plutôt centre-droit au municipal. Bon, alors, j'émets toutefois une réserve dans ce que je dis. Au regard des 11 communes, c'est pas significatif, parce que 11 communes sur 36 700, c'est rien, mais les 11 communes tenues par le Front National ont, à la faveur des élections régionales, réédité une adhésion, vous l'avez dit pour Mantes-la-Ville, une adhésion très forte pour le Front National. Dans le département. Juste une parenthèse pour rebondir sur ce que vous venez de dire et par rapport aux différentes déclarations, on va le voir au cours de cette édition du 7-8 politique. Aujourd'hui, on ne parle pas du tout des compétences du Conseil régional dans la campagne. Et encore moins, déjà pas hier, mais encore moins aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, non seulement on ne parle pas des compétences du Conseil régional, mais surtout, il n'y a pas eu de campagne. On parle de sécurité, on parle d'économie. Alors, si ce n'est que, effectivement, on parle de questions qui sont tout sauf des questions de compétences régionales. Il est bien évident, et ça a déjà été suffisamment écrit et dit, que la région est une collectivité territoriale qui ne dispose d'absolument aucune compétence relative à l'ordre public, à la sécurité, etc. Y compris la police ferroviaire, vous savez, les agents qu'on trouve dans le RER, etc., relèvent de la compétence du préfet de police de Paris. Donc, et pas de la région, pas du STIF. Donc voilà, alors une fois que vous avez dit que la région est compétente en matière d'enseignement, d'apprentissage et de transport, vous avez à peu près fait le tour, si ce n'est que la région est aussi une collectivité territoriale chef de file en matière de développement économique. Donc ça peut être un levier économique assez intéressant, notamment la région gère les fonds structurels européens, ce qui n'est pas rien. Mais cela dit, c'est vrai qu'à entendre les différents chefs de parti et têtes de liste qui se sont exprimés, quand on parle de sécurité en matière d'élections régionales, on se trompe de scrutin. Nous écoutons à présent, puisque nous retournons pour Magny-les-Hameaux après cette parenthèse, on écoute Bertrand Houillon, le maire de la commune, et Aurore Berger, la responsable de l'opposition des Républicains à Magny. Donc. 32%, quand on regarde les résultats sur la commune et les résultats à l'échelle de la région, en fait c'est les mêmes, quasiment. Donc aujourd'hui, ce qui importe, c'est le rassemblement de toute la gauche, puisque toute la gauche rassemblée, on est à 40%. Ce qui est inquiétant, c'est la participation qui reste faible, et donc le peu d'intérêt des habitants pour une région qui a quand même des compétences qui sont conséquentes dans le quotidien des habitants. J'espérais que Valérie Pécresse puisse terminer en tête de cette élection. C'est pas une surprise parce que Valérie, quelqu'un qui est connu sur cette ville, c'est la députée de notre circonscription. Elle est venue de très nombreuses fois à Magny-les-Hameaux où elle s'est battue sur des sujets, par exemple l'interdiction des forages pétroliers. Donc elle est connue et je pense que son travail est reconnu. En tout cas, ça en est la preuve quand elle est placée nettement en tête au premier tour. Vous venez de nous rejoindre, nous faisons le point sur ce premier tour des régionales en Ile-de-France. Valérie Pécresse est en tête, néanmoins la gauche espère l'emporter et pour cela elle va miser sur un report des voix. Europe Écologie, Les Verts et Front de Gauche. La soirée d'hier en tout cas a été agitée au siège de Claude Barthelone. Nous y étions, les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Des visages fermés, des premières tendances pessimistes et l'éventualité de voir le Parti socialiste terminer à la 3e place de ce premier tour des régionales, derrière le Front National. Au siège de campagne de Claude Barthelone, les élus se font rares, l'ambiance est pesante. Le premier parti, c'est l'abstention. Et donc, voilà, après, la gauche est partie divisée au premier tour. Elle ne le sera pas au second. Je pense qu'il y aura aussi une prise de conscience d'un certain nombre d'électeurs abstentionnistes qui se rendront compte qu'il y a un sursaut démocratique et républicain qui est nécessaire. 20h, annonce officielle des premiers résultats, la machine Front National est lancée, l'inquiétude se transforme en angoisse, quand finalement les chiffres en Ile-de-France tombent. Le premier message, c'est que tous les électeurs qui souhaitent que l'Île-de-France reste tolérante, ouverte, fraternelle et envoie ce message au reste de la France et au reste du monde, eh bien qu'on se rassemble derrière Claude Barthelone, les écologistes, le reste de la gauche et tous ceux qui sont attachés à cette image de l'Île-de-France. Donc j'espère que ce sera ça dimanche prochain.
En Ile-de-France, le Parti socialiste et ses alliés, dont le Parti radical gauche, arrivent deuxième avec 25,19% des suffrages exprimés. Si les voix des électeurs Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche se reportent sur la candidature de Claude Barthelone, la gauche pourrait conserver la région. Ce soir, la gauche est en tête en Ile-de-France. J'en appelle au peuple de gauche et à tous les écologistes en Ile-de-France. J'appelle au plus large rassemblement. Un rassemblement total, pas une voix de gauche et des écologistes ne doit manquer dimanche prochain. Dans les Yvelines, le Parti socialiste ne totalise en revanche qu'un peu plus de 21%, c'est 16 points de moins que la liste d'union de la droite et seulement 2 points de plus que le Front National. Dans certaines villes du département, Valran de Saint-Just arrive devant Claude Barthelone. C'est le cas à Rambouillet ou encore à Mantes-la-Ville, une ville détenue par le Front National. Sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la liste du PS est en revanche autour de 30%, à La Verrière, Guyancourt ou encore Trappes, ville où siège dans la majorité la responsable départementale de la formation, également candidate. On sait très bien que ce n'est pas un département qui nous est favorable, les derniers résultats des élections l'ont montré, mais ce qu'il faut, c'est qu'on aille chercher tous les électeurs de gauche, ils existent dans ce département, donc on a une semaine pour convaincre. Maintenant, un FN à 18%, c'est tout de même un score important pour l'Île-de-France. Valérie Pécresse aborde les 30%, c'est un score significatif, mais qui n'est pas la percée attendue, puisqu'elle a été donnée à 32-33%, et le FN à 25% fait mieux que les pronostics, et retrouve le score de Jean-Paul Huchon en 2010, donc c'est plutôt une belle satisfaction. En 2010, Jean-Paul Huchon totalisait en Ile-de-France 25%. Il l'avait emporté au second tour grâce au ralliement de la gauche avec 56%. La gauche qui espère une victoire dimanche dans les Yvelines, elle a enregistré ses meilleurs scores, vous l'avez vu, que ce soit à Trappes, à La Verrière ou encore à Guyancourt. Les chiffres de Trappes, par exemple, 33,75% pour Claude Barthelone. Valérie Pécresse n'est que troisième. La Verrière, Claude Barthelone, 29,76%. Pour l'emporter, néanmoins, il faudra une alliance. Est-ce qu'elle est possible? En tout cas, nous faisons le point avec Olivier Pareja. C'est le responsable Europe Écologie. Il était candidat sur la liste Europe Écologie. On l'a dit tout à l'heure avec vous, Stéphane Manson. Europe Écologie qui voit son score fondre après 2010, divisé par 2. Voici ses réactions. Olivier Pareja, co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'il y a une baisse qui est nationale, qui est valable en Ile-de-France, qui est la même dans les Yvelines. Donc après, Saint-Quentin en Yvelines est une ville parmi les autres. Je pense qu'en 2010, on était dans une autre dynamique. C'était le rassemblement d'Europe Écologie. Il y avait toute la dynamique autour de Daniel Cohn-Bendit. Je pense qu'on est dans la dynamique nationale. Il n'y a pas d'échec particulier ni sur Saint-Quentin ni sur les Yvelines. On peut toujours rêver de faire mieux, de poursuivre les scores qu'on a fait jusqu'à présent. Mais là, on est un peu dans une dynamique nationale. C'est un petit peu difficile localement d'arriver à ne pas s'inscrire dans cet élan-là, quoi. La gauche rassemblée qui l'emporte dimanche prochain, c'est un scénario qui, en général, fonctionne. Ça marche bien, le rassemblement de la gauche après une division au premier tour? Alors, en tout cas... C'est mathématique? Non, ça n'est sûrement pas mathématique et c'est beaucoup plus irrationnel que les déclarations qui ont été faites hier soir ne le laissaient supposer. Il ne faut jamais... au grand jamais, se contenter d'additionner les voix du Parti socialiste, le Front de gauche, et puis les écologistes, et puis ça fait 40. Non. Et d'ailleurs, ça ne va pas être contre-productif aussi, l'attitude peut-être de Claude Barthelone. Ses premiers mots, sa première déclaration, on l'a entendu hier soir, c'était « la gauche fait 40%, nous sommes le premier parti en Ile-de-France ». Vous savez, tout le monde a gagné hier soir, enfin comme d'habitude. Donc, bon, là aussi, rien de bien nouveau, mais les électeurs ne sont pas aussi automates que cela, ne sont pas des moutons. Alors, ils votent peut-être plus par émotion que par raison. Ça, c'est un problème, c'est une question qu'on peut se poser, savoir pourquoi est-ce que l'affect l'emporte toujours ou presque sur la raison. Mais en tout état de cause, les choses ne sont pas aussi simples. Alors, c'est gagnable pour les listes Barthelone en Ile-de-France, sûrement, sauf que les réserves de voix disponibles du côté des écologistes ont fondu de moitié par rapport à ce qu'elles étaient en 2010. Là, il ne faut pas l'oublier. Troisième dans ce scrutin, en tout cas en Ile-de-France, c'est le Front National, percée historique néanmoins. Le résumé de la soirée depuis le QG de Valran de Saint-Just avec les équipes de Radio Sensation qui étaient présentes sur place aussi pour TV Fil. Nous sommes le premier parti de France et nous sommes en Ile-de-France une force extrêmement importante. Avec 18,41% des voix, la liste menée par Valran de Saint-Just sera au second tour le dimanche 13 décembre.
En 2010, la liste Front National avait obtenu 8,83% des suffrages, une progression soulevée par les Yvelinois présents sur les listes. En Ile-de-France, c'est plus compliqué, effectivement. On est un petit peu dans la bobosphère à Paris, donc de toute façon, on sait que les Républicains font leur meilleur score ici. Ce qui est important, c'est la dynamique, on progresse. À chaque élection, on prend quelques points. On a toujours une marge de manœuvre, une marge de progression sur l'Île-de-France. Il faut regarder quelques années en arrière quand même les scores qu'on faisait et les scores qu'on fait maintenant. Et il faut voir qu'on a mené une campagne très dynamique et qui sont, je pense, à l'origine de ce score qui est quand même une forte progression. Si sur ce scrutin, le Front National obtient près de 10 points de plus qu'en 2010, la liste menée par Vallerand de Saint-Just réalise un des moins bons scores sur l'ensemble de la France. Ce n'est pas une question du tout de mauvais élèves. Nous avons fait une très bonne campagne. Nous sommes, je pense, je ne vais pas faire de comparaison, mais on est peut-être plus haut que la Bretagne. Alors vous n'allez pas dire que la Bretagne est le mauvais élève aussi du Front National. La France est diverse. On n'a pas tous les mêmes résultats qu'en PACA ou au Nord-Pas-de-Calais, mais cela donne de toute façon un résultat national qui nous met très loin devant les autres. Dans les Yvelines, le parti frontiste obtient 19,05% des suffrages, se plaçant là aussi en troisième position derrière la candidate des Républicains ou celui du Parti socialiste. Vallerand de Saint-Just réalise son meilleur score avec plus de 34% à Mantes-la-Ville, commune dirigée par le maire frontiste Cyril Notte, troisième de la liste yvelinoise. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, le parti se classe deuxième à Trappes devant Valérie Pécresse. C'est très bien. Alors dans la trappe, on fait 18,8, 752 voix. Cela dit, au départemental, on faisait 20%. C'est bien, mais on peut faire mieux, quoi. C'est pas non plus un résultat exceptionnel sur trappe. C'est bien qu'on soit devant Valérie Pécresse. Enfin bon, c'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est de faire beaucoup de voix, quoi. Voilà. Donc non, il y a des scores plus intéressant. Je vois Plaisir par exemple. Je vois Plaisir, on est à 18,36, on était à 17,4. Donc... Hier soir, Vallerand de Saint-Just faisait un appel du pied aux électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France a obtenu 6,57% des voix. La tête de liste francilienne n'a pas donné de consigne de vote à ses électeurs pour le second tour. J'aurais voulu vous faire réagir sur le Front National, pas forcément uniquement sur l'Île-de-France, mais pour savoir si, là, aujourd'hui, à l'issue du premier tour, le Front National, à travers l'Hexagone, apparaît comme la première formation, en tout cas le grand vainqueur de ce scrutin à travers les chiffres. Mais est-ce que c'est pas tout ça pour rien? Parce qu'au second tour, on l'a vu, il y a eu des désistements de certaines listes, et puis le Front National n'a pas une réserve non plus énorme de voix. Il y a Debout la France éventuellement, mais on ne sait pas ce que font ses électeurs. Il n'y a pas eu de consigne de vote en tout cas. Est-ce que tout ça, finalement, va ne servir à rien pour le Front National? Non. En tout état de cause, le grand vainqueur, une fois de plus, de ce scrutin, c'est bien le Front National, qui confirme là un ancrage territorial tel qu'on l'avait vu poindre au municipal et tel qu'il avait été consacré au départemental, même si... Alors, le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont assez probablement en voie de tomber dans l'escarcelle du Front National. Mais en tout état de cause, ça ne servira pas à rien parce que ces très grandes régions, dont certaines, vous savez, ont la dimension et la population de véritables États, sont certes sur le plan des compétences, sur le plan financier, sur le plan budgétaire, sont des nains, ça a pu être dit, sont assez faibles. Il reste que les présidents de ces 13 grandes régions métropolitaines auront un poids politique bien supérieur à ceux des 22 anciens présidents de région. Ça, c'est incontestable. Donc là, ça va créer une dynamique aussi avec notamment le scrutin des présidentielles qui sera la prochaine élection. C'est une tribune politique importante dont le Front National aurait bien tort de se priver en vue de ce qui pourra se passer en 2017. Une dynamique pour le Front National. On va s'arrêter justement avant de conclure cette émission sur la 11e circonscription des Yvelines. Le responsable Front National, Nicolas Boer, est élu à Elancourt. Le FN y totalise 16,16%. Dans cette 11e circonscription figure aussi Trappes, où c'est 18% pour le score, ce qui en fait la deuxième formation dans cette commune. Et lui, il est assez satisfait justement de la dynamique qui s'est enclenchée. Les propos ont été recueillis par Camille Lambert. Il y a une évolution sur Trappes qui est à Nantes et qu'on va continuer à travailler. C'est une belle avancée, surtout si on regarde par rapport aux élections européennes où le Front était arrivé en tête.
mais avec moins de voix et un pourcentage un petit peu moins élevé. On était à 18,6 je crois. Là, on est à 18,8%. Elancourt, j'ai comparé moi par rapport au départemental 2015, c'est-à-dire les dernières élections pour lesquelles je me suis présenté, qui étaient en mars 2015, donc c'était il y a à peine 8 mois, quoi. Et ben, le Front National a augmenté de 204 voix et de près de plus de 2,3 points. Moi, je pense que les Élancourtois commencent à se rendre compte de l'enfumage permanent de l'UMP et du PS. Cette édition spéciale du 7-8 politique qui touche à sa fin aujourd'hui. Lundi, on va jeter un dernier coup d'œil aux listes qui ont été qualifiées pour le second tour. Vous voyez donc les 3 têtes de liste régionales qui s'affrontent pour le second tour. Il faudra donc aller voter une nouvelle fois dimanche. À noter que tous les résultats de toutes les communes sont à retrouver sur notre site internet. Demain, mardi, 18h en direct. Débat donc pour le second tour avec David Douillet, Benoît Hamon et Philippe Chevrier. Merci Stéphane Manson, professeur de droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, d'être venu une fois de plus, comme à chaque élection, commenter ces différents résultats avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée, bien évidemment.